puissance. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de puissance. C'est ce qu'il nous reste à parler. Donc la puissance, taux de variation de l'énergie par rapport au temps, c'est une quantité qu'on a déjà rencontrée en sciences de quatrième secondaire, mais là on va l'appliquer notamment à des systèmes mécaniques. Donc bon visionnement. Par définition, la puissance correspond au taux de variation temporelle de l'énergie. Donc, autrement dit, ça mesure la capacité d'un système à transformer l'énergie d'une forme à l'autre ou de la transférer d'un système à un autre. Donc, on va la représenter avec la lettre P. Et ce que ça veut dire mathématiquement, c'est P est égal à delta E sur delta T, ou ce qui est équivalent, c'est égal au travail qui a été fourni divisé par le temps. Donc, la puissance dans le système international se mesure en watts. Donc, si on a l'énergie en joules et le temps en secondes, à ce moment-là, 1 watt est égal à 1 joule par seconde. On peut utiliser cette forme-là. Donc, cette forme-là est intéressante parce qu'elle nous permet de réécrire la puissance sous une autre forme. On sait que le travail, c'est la force produit scalaire avec le déplacement. Or, on sait également que delta R sur delta T, c'est quoi? C'est la vitesse. Okay? C'est la vitesse, ce qui veut dire à ce moment-là que la puissance, c'est aussi égal au produit scalaire de la force par la vitesse. Donc ça peut être utilisé. En tout cas, c'est vrai pas pour la puissance moyenne, mais pour la puissance instantanée, ça va être le cas. On va faire un petit exemple maintenant d'application de la puissance à un cas. C'est celui de notre singe Nico qui est remonté. Le cerf va tirer pour remonter notre singe jusqu'au haut de la pente de ski et ça se fait sans le frottement. OK? On sait que la masse de notre singe est 42 kg, mais on veut savoir c'est quoi la puissance nécessaire qu'il faut fournir pour le monter avec une vitesse constante de 1,8 m par seconde. Donc, si on monte à une vitesse constante, ça voudra dire que la somme des forces qui est exercée sur notre singe est 0. Et ça voudrait dire que le cerf ici, Rudolf, tire avec une force qui va compenser, ou du moins la force la composante parallèle au plan, va compenser exactement la composante de la gravité. OK, bon, donc c'est ce qu'on va faire ici. On a ici la gravité qui est décomposée en Y, donc perpendiculairement au plan et parallèlement au plan. La composante qui est perpendiculaire au plan doit être compensée, parce que le singe ne peut pas bouger comme ça, par la force normale, mais pas uniquement la force normale, il y a aussi la composante verticale ici, ou en fait selon l'axe Y, de la force exercée par le cerf qui sert à monter comme notre singe, donc il va diminuer la force normale nécessaire pour équilibrer le système. Donc j'ai la force normale ici, en fait la force normale plus la composante verticale ici va permettre de compenser exactement la composante Y de la gravité. Donc là, on a dit que maintenant, la force qu'on doit exercer, donc la force ici effective ou la force selon le plan, ça va être égal exactement à la force, la composante de la force de gravité. Bon, là, la flèche est trop grande, elle est exagérée. C'était juste pour mettre vraiment qu'on voit bien ça, mais en principe, ces deux choses-là sont équivalentes. Donc, ça veut dire que ma force effective est égale à la composante de gravité selon le plan, qui est mg sin θ, ou en fait, la force effective doit être égale à mg sin θ, puisque la gravité va vers le négatif à moins mg sinus de θ. Donc, c'est beau. Ça, c'est ma force effective. Maintenant, je sais que la puissance, c'est la force fois la vitesse. Et comme je sais que la force qui compte, celle dans la direction de la vitesse, c'est la force effective. Donc, la force effective ou la force efficace fois la vitesse. Donc, ça se trouve à être mg fois v fois le sinus de θ. Et à partir de là, on connaît toute l'information dont on a besoin pour trouver la valeur de la puissance. Donc, on rentre les chiffres, 42 kg la masse, l'accélération gravitationnelle, 9,8 mètres par seconde carré, fois 1,8 mètres seconde, la vitesse, fois le sinus de 19,7. Et si on fait les calculs, ça donne environ 250 watts. Okay? Donc, 250 watts, c'est la puissance que ça prend pour déplacer notre singe à la vitesse qu'on
qu'on a marqué ici. Si on voulait aller 2 fois plus vite, ben, on aurait besoin d'une puissance 2 fois plus grande. C'est ça que ça veut dire. On aurait pu trouver le même résultat d'une autre façon. Donc, on aurait pu prendre uniquement l'énergie potentielle gravitationnelle, okay, donc notre MGH. Donc là, on serait allé non pas avec une formule là, qui est bonne là, pour la puissance instantanée, mais on aurait pris une espèce de puissance moyenne. Donc, si notre singe est à 0 au début et qu'on le monte à une hauteur h, donc l'énergie, la variation d'énergie gravitationnelle, c'est MGH. Et ça, ben, on le fait un certain temps. On le fait dans un certain temps. Donc ça nous donne en principe notre puissance moyenne. Donc, la vitesse, pour qu'on va le transformer, la vitesse est égale à delta x sur delta t. Delta x étant la longueur ici du plan. Donc, delta x sur delta t. Mais on sait que, donc on peut remplacer notre delta t. Donc, delta t, c'est delta x sur v. On le remplace ici dans notre formule, ce qui nous donne mgvh sur delta x. Et h sur delta x, ben, h est ici. Et delta x, c'est mon hypoténuse, donc ça donne mon sinus de θ. Donc, on voit qu'on a obtenu la même formule ici qu'on avait obtenu de l'autre façon. Donc, ça aurait été 2 façons d'arriver à notre résultat. Donc, en connaissant MGH ou en faisant là, le produit scalaire là, de la force instantanée par la vitesse instantanée. Comme sous-question, on pourrait demander c'est quoi l'angle phi qui existe entre la force de notre serre et la pente, qui est déjà à angle. Okay? Donc, et ça, si la force est égale à 140 newtons. Bon, évidemment, il faut connaître des paramètres pour pouvoir répondre. Donc là, on suppose que la force est de 140 newtons. Bon, ben, on sait que notre force efficace, c'est mg sinus de θ. Ça, on le sait déjà. Mais c'est aussi égal à la composante selon le plan de cette force-là. Donc, à F cos phi, c'est ça que ça veut dire. Si ça, c'est phi, bien, la composante selon le plan, c'est F fois le cos de phi. Donc, pour trouver à ce moment-là le cos de phi, bien, on fait juste diviser, on fait juste isoler cos phi, puis on prend la fonction inverse, donc l'arc cos. Donc, l'angle phi, c'est rien d'autre que arc cos de mg sinus θ divisé par f. Et encore une fois, en tournant la manivelle, en rentrant les chiffres dans la formule, on trouve environ 7,7 degrés pour mon angle phi ici. Donc ça, c'était pour la puissance mécanique, mais on a aussi la puissance électrique. Puis en fait, ça, vous l'avez déjà rencontré en mathématiques, pas en mathématiques, mais en sciences là, de 4e secondaire. Donc, l'idée, c'est qu'en électricité, on a déjà défini une différence de potentiel U. Et puis, cette différence de potentiel-là, ben, c'est de l'énergie à une charge près. Donc, si j'ai une batterie et que je veux faire passer une charge d'une borne à une autre, ben, je dois, en fait, l'énergie qui va être nécessaire à fournir, c'est Q fois U. C'est ça que ça veut dire. Donc, la variation d'énergie, si j'ai plusieurs charges, si j'en ai grand N charges, ben ça va être N fois cette quantité-là pour une charge. Je peux toujours diviser par le temps. Donc, delta sur delta t, à ce moment-là, c'est égal à NQ sur delta t fois U. Mais NQ sur delta t, donc une quantité de charge par unité de temps, ben ça, c'est rien d'autre que le courant. Okay? Donc, c'est I fois U, qu'on écrit plus souvent sous la forme U fois I. Donc, P, qui est delta E sur delta t, c'est égal à U fois I. Donc ça, c'est la formule que vous avez utilisée en électricité en 4e secondaire. Donc, juste pour vous rappeler maintenant, le circuit électrique, ben, j'ai à ce moment-là, c'est des watts, ça reste des watts. En électricité, ben, c'est l'équivalent des volts-ampères. Et puis, ben, on a d'autres formes pour exprimer notre puissance. Donc, oui, c'est vrai que P est égal à U fois I, mais en utilisant la loi d'Ohm, ben, on peut aussi trouver que P est égal à RI carré et on peut également trouver que P est égal à U2 sur R. Donc, c'est des formes qui sont tout à fait équivalentes qui peuvent être utilisées dans vos calculs. Et quand on écrit aussi P est égal à delta E sur delta T, ben, on peut réécrire delta E est égal à P delta T, qui, encore une fois, c'est des watts secondes, des watts fois des secondes, une quantité d'énergie, les joules. On peut l'exprimer également sous une autre forme plus pratique là, dans notre consommation d'électricité, donc en transformant les secondes en heures
et puis les watts en kilowatts, on arrive à la conclusion que 1 kWh, qui est une autre quantité d'énergie qu'on utilise pour mesurer l'énergie électrique, ben, c'est égal à 3 600 000 joules. Donc, c'est vrai en électricité, mais ça reste aussi vrai. On pourrait utiliser, si on veut, des kilowattheures pour de l'énergie mécanique. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Donc, en résumé, la puissance, c'est le taux de variation temporelle de l'énergie. Donc, c'est de transformation ou de transfert de l'énergie. Donc, P est égal à delta E sur delta T, qu'on peut écrire aussi comme le travail divisé par le temps. Et la puissance instantanée, donc c'est le produit scalaire de la force fois la vitesse. Et on se rappellera aussi qu'on peut aussi mesurer l'énergie en kWh, c'est ce qu'on avait déjà fait en électricité, avec 1 kWh qui est égal à 3 600 000 joules.